Mais tu sais pourquoi il n'y est pas? Parce que c'est les dispositifs sur lesquels on n'est pas éligible. Le petit patrimoine, c'est l'autre, c'est les fonds de concours. Je dois parler. Ça, je mets pas. Super. Bon, j'y sais. Mesdames, Messieurs, je vous propose de démarrer ce conseil municipal d'abord par l'appel fait par Thomas Guiraud. Avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manuel Bourguin. Présent. Aurélie Mialon. Présent. Jean-Marie Bousquet. Présent. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud est là. Daniel Desmoulins. Présent. René Verdeil. Robert Vivares. Marie Balestero. Xavier Moutou. J'ai oublié Daniel Azemar, pardon. Pardon. Cécile Dos Santos. François Castillo. Cathy Assiette. Georges Lopez. Nadia Bentard. Absente, procuration, Madame Mialon. William Santos. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutra de Germain. Géraldine Bousquet. Qui va peut-être arriver. Oui. Marie-Hélène Chassagne. Absente, procuration à Monsieur Lopez. Alain Vogel-Singer. Absent, procuration à Madame Forme. Valérie Forme. Annick Sadje. Sergi Vora. Il est absent ou pas, on ne sait pas encore. Et Alain Grenier. Absent, procuration à Madame Sadji. Parfait, le quorum est donc atteint. Je propose que nous désignions un ou une secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Rachel Sacussi. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. En ouverture de la séance, on vous propose d'écouter Jacques André qui vient ici représenter à la fois la communauté d'agglomération et l'office du tourisme, puisque le bureau communautaire du 8 décembre a validé la nouvelle mouture du contrat Grand Site Occitanie Agde de Pézenas, et donc Pézenas y est en partie concerné pour un certain nombre de projets fléchés dans l'avenir, et il nous paraissait intéressant que ça soit présenté en conseil municipal. Jacques, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc voilà, petit rappel. Pardon. Tac. Non. J'ai pas la bonne touche. Et après, je balance sur. Les flèches. Ok, merci. Voilà, petit rappel donc de la politique grand site. Donc c'est une démarche qui a été engagée par la région il y a très longtemps. Vous verrez tout à l'heure que c'est marqué en 2017. C'était bien intérieur. L'objectif était de capitaliser sur les grandes locomotives touristiques pour essayer d'hisser la région Occitanie parmi au deuxième ou au troisième rang des régions des destinations régionales nationales. Donc vous avez un peu la définition, là, c'est un label qui vise à promouvoir les sites patrimoniaux, culturels et historiques, en fait tout ce qui peut faire masse autour du tourisme pour générer de l'économie. Et en particulier, le grand site en lui-même, c'est un élément patrimonial fort, quel qu'il soit, naturel, historique, architectural. Donc vous verrez tout à l'heure les éléments qui ont été retenus. Voilà, puisque ce label a été créé en 2017 et le grand site Agde de Pézenas donc a été lui labellisé dans la foulée dans la commission permanente du 13 avril 2018. Voilà. Actuellement, le réseau est constitué de 41 grands sites, parmi donc les plus grosses destinations donc régionales, Carcassonne, Pont du Gard. Vous avez quelques illustrations. Tac. Juste un petit mémo sur ce qui avait été proposé en 2018. Il y avait eu 32 actions qui balayaient un petit peu tout le territoire. La logique à l'époque était purement patrimoniale et architecturale. On nous a demandé cette année, voilà, donc c'était juste des illustrations. En 2025, on nous a demandé de réviser, de moderniser, d'actualiser le projet. Les règles étaient beaucoup moins strictes dans la mesure où on peut y mettre un peu ce qu'on veut.
L'objectif de ce projet, c'est de créer de la matière, de créer de la densité pour que quand les gens viennent sur nos territoires, ils ne soient pas déçus. Ils seront toujours satisfaits de la communication qui sera faite. On a des beaux paysages, on a des belles choses à proposer. Ce qui pêche souvent, c'est l'absence de contenu. Donc on est relativement pauvre. On a bon, je ne parle pas simplement que d'Agde de Pézenas, mais souvent, effectivement, on a une locomotive et après, le reste est très faible. Donc, cette année, la ligne directrice qui avait été choisie, déterminée par les élus, c'était de développer un tourisme des 4 saisons. Ça, c'est la politique de l'Office du tourisme. Et pour réorganiser un peu le lien terre-mer, qui est un petit peu déséquilibré aujourd'hui, on va essayer donc d'augmenter la part du patrimoine sur le nord du pays, enfin du territoire de la destination, et valoriser des identités, c'est-à-dire qu'on quitte le champ pur du patrimoine et de l'architecture pour arriver donc notamment sur les métiers d'art, sur la gastronomie, les activités de loisirs. Donc ce qu'on va vous proposer, bien entendu, ne présente pas la totalité de ce qui sera réalisé, puisque l'Office du tourisme va en porter une grande partie. Là, c'est les actions qui feront l'objet d'une contractualisation avec la région. Donc, je vous ai mis quelques actions en vrac là qui concernent tout sauf Pézenas. Donc, il y a un gros travail autour du Cap, mais dans une dimension plus patrimoniale qu'on le faisait jusque-là. L'objectif est de retrouver une dimension maritime et pas simplement balnéaire. Hein. La différence, c'est qu'on est échoué depuis 40 ans sur la plage. Là, il faut aller plus loin. Voilà. Donc, alors, il y a 4 spots qui ont été déterminés. C'est Cap d'Agde, Agde, centre-ville, plus Villa-Laurent, tout le canal du Midi qui permet de faire une transversale est-ouest sur la destination, et puis la vallée de l'Hérault et Pézenas tout au nord. Voilà, donc des éléments concernant le réaménagement de l'hôtel Riquet, l'aménagement d'un port fluvial, voilà, donc tout ce qui concerne le canal. Il y aura l'abbaye de Saint-Ibéry qui va représenter également un gros monument, un gros bout sur le travail qui sera réalisé au niveau de la destination. Et voilà précisément ce qui concerne Pézenas. L'idée, donc, avec un peu l'écriture de Monsieur le maire, c'était de remettre un petit peu, entre guillemets, l'église au centre du village, peut-être réaffirmer ce qui ne nuira absolument pas à la dimension Bobby-la-Pointe, bien au contraire, mais de réaffirmer que Pézenas est la ville de Molière. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous souhaitez que je balaye les opérations. Ouais. Donc un parcours thématique, alors c'est un peu dans le désordre, mais parcours thématique sur les pas de Molière suite à la fermeture du Cénovision. On a malheureusement peu de choses qui évoquent aujourd'hui Pézenas, qui constitue pourtant un élément d'attractivité et une demande forte des visiteurs. Donc l'idée, c'est de faire un parcours patrimonial historique dans le centre de Pézenas. Donc on est sur une déambulation, une balade. Peut-être donner une place à Molière dans ce qui représente aujourd'hui le plus Molière au niveau du bâti, c'est la boutique du Barbier Gély, hein, qui est aujourd'hui affectée à la Bobillette. A bien entendu, charge à nous, à vous, de trouver un espace d'accueil suffisant pour Bobby-la-Pointe. Création d'un espace dédié à la langue française et à la chanson francophone. Donc ça, je pense que vous avez déjà eu des évocations du projet. La question qui se pose, c'est où ? Un parcours également, cette fois-ci plutôt sur Bobby-la-Pointe. Donc il y aura 2 parcours qui vont s'entrelacer, mais qui permettront de balayer la ville, pas simplement sous son aspect hôtel particulier, mais aussi des lieux qui vont évoquer des choses. La rénovation de la maison consulaire qui pourrait servir d'écrin, bien entendu à ce qu'elle est déjà, mais aussi à un espace de formation, à le musée de la Porte, au CIAP, pardon. Tout ce qui aujourd'hui fait un peu défaut, qui a été oublié ou qui n'a plus de place parce que notamment avec la fermeture de l'hôtel de Pérat, ces espaces, ces éléments ont disparu. Le centre de formation, ça reste aussi un élément fort, se dire qu'aujourd'hui, grâce à une spécificité des artisans d'art en complément des artisans créateurs sur la ville, mais qui serait dédié aux artisans liés à la restauration du patrimoine, hein, qui reste en cohérence donc avec le positionnement identitaire de la ville. Il y a une très grosse demande là-dessus. Les collectionneurs privés, les collectivités, quand elles veulent restaurer aussi des éléments, souvent on pêche, on a du mal à trouver l'artisan qui soit capable donc de transmettre, enfin de valoriser son savoir et de le transmettre. Dans la foulée, bien entendu, la création d'un salon dédié aux métiers d'art, l'aménagement d'un espace dédié au patrimoine immatériel,
un des lieux évoqués, peut-être la butte du château, qui pourrait servir un petit peu de point central pour tout ce qui est immatériel au niveau de l'agglo et de la destination. Vous avez, enfin, tous les villages ont un animal totémique. Peut-être que le poulain pourrait servir de porte-drapeau pour ça, qui effectivement constitue une autre logique du patrimoine, mais qui fait l'objet de beaucoup de demandes. Et puis le dernier projet, donc, c'est la construction de l'établissement thermoludique qui avait déjà été évoqué il y a quelques temps, notamment qui était dans la dernière mouture en 2018, mais qui aujourd'hui donc peut réapparaître sous une forme qui reste à définir. Merci Jacques, merci surtout au service de l'agglo, parce que de mémoire le challenge était court puisque la région est venue avant l'été presque et qu'il fallait rendre la copie à la rentrée. Alors il est vrai qu'elle pouvait paraître parfois simple à écrire puisque les projets évoqués sont des projets qui ont figuré à des moments ou d'autres dans nos têtes et dans des discussions qu'on peut avoir avec l'Office Tourisme, la communauté agglomération ou même d'autres collectivités, mais il est important voilà, ça ait aussi du sens sur l'ensemble du territoire, parce que si le focus est fait sur Pézenas, les projets autour du canal du Midi, du Cap d'Agde, de la Villa Laurent, de l'abbaye de Saint-Thibéry font sens sur tout le territoire et sur la démarche accomplie ou engagée en tout cas par Sébastien Frey, par l'Office du tourisme aussi, sur la volonté de sortir d'un tourisme uniquement, alors uniquement je mets des guillemets parce qu'on est au-delà d'un tourisme uniquement balnéaire, mais de pouvoir voilà, s'orienter sur 4 saisons et trouver des ressources ou des ressorts qui font qu'on vienne nous visiter aussi à d'autres moments que l'été, même si on sent bien sur les chiffres du tourisme depuis quelques années que ça peut être le cas, notamment au printemps, à l'automne, mais bon, il est important voilà, de figer, même si les inscrire ne veut pas dire obtenir les budgets, y compris régionaux pour les faire, mais ne pas les inscrire veut dire qu'on ne peut pas le mettre non plus dans des prochains contrats, puisque la vie des collectivités est ainsi faite, mais il y a des contrats bourg-centre ou des contrats de territoire plus larges, et il faut pouvoir prendre le bon train ou le bon wagon au bon moment pour s'assurer que ça y soit, et qu'au moment où on ira solliciter éventuellement déjà des aides pour les études, elles puissent être là, et elles puissent être là parce que on aura discuté avec la région, si elle le valide, elle va le valider, j'en doute pas, de ces sujets-là. Donc merci pour le travail qui a été fait, aussi bien de votre part que d'Hugo Alvarez, qui en plus a pu aussi lui poser sur son regard neuf sur certains projets ou sur la manière de les orienter par rapport à sa connaissance d'autres sphères touristiques. Donc merci. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions. On aura l'occasion d'en reparler, on en verra, puisqu'il est validé par l'agglo, le document plus complet, une fois validé peut-être par la région, ou même par l'agglo, puisque c'est désormais officiel. Merci Jacques pour être venu jusqu'à nous. Donc on reprend l'ordre du jour de notre conseil municipal, enfin on le débute avec l'approbation du PV de la dernière séance qui était le 4 novembre 2025. Je ne sais pas si elle appelle des observations de votre part. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je considère tout le monde. Il nous faut prendre acte, nous restons donc sur le thème intercommunal du rapport d'activité de la communauté d'agglomération pour l'année 2024. Je présume que vous l'avez lu, mais je vais pas vous en faire une lecture détaillée, sauf si vous le souhaitez, mais vous l'avez reçu. J'ai noté quelques sujets qui peuvent être intéressants, notamment aussi en lien avec ce qu'on vient de dire. Pour Pézenas, d'abord la confirmation que l'agglo avait bien l'intention qu'un parc d'activités économiques puisse émerger ou naître à Pézenas, qu'il y a des réflexions, on le sait, autour de la base Intermarché, mais que le travail a continué, même s'il n'est pas finalisé et que le temps est toujours plus long que ce qu'on souhaiterait en 2024. Que l'année 2024 au niveau de l'agglo a été celle de la réorganisation et de la relance de la politique métier d'art autour de Masterini. Masterini qui est un diminutif de masterclass et d'initiation, puisqu'il y a à la fois des formations ou des séances dédiées aux professionnels, mais aussi des initiations soit pour les plus jeunes, soit pour des personnes qui voudraient découvrir les métiers d'art, notamment avec la salle qui est au bas d'Argent. La volonté de créer une marque commune, donc
cette marque qui est masterisée sur l'agglo, et surtout l'arrivée ou le retour, je ne sais pas comment on peut dire, du service métier d'art sur Pézenas, qui pour l'instant est rue Jean-Jacques Rousseau, mais qui devrait, puisque l'agglo avait acheté un bâtiment rue Canabasserie, certainement rejoindre ce bâtiment quand les travaux seront faits, avec une échoppe au rez-de-chaussée et l'utilisation des étages. Peut-être un volet moins connu, ou en tout cas des habitants et peut-être même de certains élus de l'agglo, mais elle a un atelier urbanisme, et c'est avec cet atelier urbanisme notamment que le projet de réouverture de la ville du château a été travaillé avec nos services. Alors certainement pour des aménagements futurs, le jour où on aura fait les fouilles archéologiques et les sondages nécessaires. Mais c'est cet accompagnement plus le travail de nos services et du service urbanisme notamment qui ont permis que la partie avant soit réouverte, et qui abrite en ce moment même la maison du Père Noël, qui a eu une affluence record ce week-end, mais on me dit que le parc lui-même est relativement fréquenté. La nouvelle délégation de service public sur le transport urbain est donc une annonce grâce à CDSP, c'est l'arrivée de navettes urbaines à Pézenas en début d'année prochaine, certainement du mardi au vendredi, et sur des heures qui seraient entre 9h et 17h, à la fois pour essayer d'alimenter le parking Tastaven-Lopis et d'autres parkings, mais aussi pour desservir une partie des lotissements de la ville. Et enfin, la délégation de service public eau et assainissement qui a été renégociée en partie en 2024, en partie en 2025, et le retour en gestion publique de l'assainissement pour la ville de Pézenas. Voilà les points que j'ai notés rapidement, parmi d'autres. Il faut peut-être saluer aussi, puisque c'est une particularité de cette agglo, les services de proximité de l'agglo, parce que c'est peut-être pas fréquent que les communautés d'agglomération, à l'inverse de communautés de communes, aient un service propreté et le service espace vert en régie. Généralement, c'est soit des choses qui sont restées aux communes, soit c'était des unions de collectivités de plus petite taille, et c'est vrai que c'est aussi une des particularités avec le service des eaux de cette communauté d'agglomération d'avoir cette gestion-là en régie et des agents qui répondent présents chaque fois qu'on les sollicite. Est-ce que ce rapport a appelé des observations de votre part? Madame Sanchez. Juste une petite question. J'ai vu que la protection contre les inondations était en lien avec la renaturation, et il y a un calendrier qui est prévu? Alors, je ne sais pas si les calendriers seront concomitants de la renaturation ou autre. L'assurance qu'on a aujourd'hui, c'est que l'agglo, je pense au couvert du GGS qui suit, continue à réaliser les sondages pour le confort des digues. Les premiers estimatifs de temps, il me semble, de tête, ont été évoqués aux horizons de 2028. Mais on parle de budget de plusieurs millions d'euros, même s'ils sont importants, et qui surtout ne sont pas financés logiquement que par la communauté d'agglomération, mais nécessitent l'intervention financière de l'État notamment. Donc ça sera aussi à rentrer dans ces budgets-là, même si je crois que ça fait partie de tous les papiers et autres contrats là pour le coup qui ont été signés, mais il avait été évoqué plutôt 2028. De rien. C'est une prise d'acte, donc on vote pas. De la même manière, vous avez reçu le rapport d'activité de la CEMOP Saint-Christol pour l'année 2024, qui a été en grande partie consacré, le rapport le dit lui-même, à la finalisation du dossier, dont je rappelle 27 mois d'instruction avant d'obtenir l'autorisation définitive du préfet de réaliser ce quartier. C'est surtout la finalisation du dossier, la préparation de l'enquête publique qui a eu lieu à l'automne 2024, qui a donné 3 avis sans réserve du commissaire enquêteur qui a occupé l'équipe, enfin, le directeur opérationnel de la CEMOP et les entreprises mandatées dans le cadre de la CEMOP. Pour obtenir donc ces avis et pour soumettre le dossier à enquête publique en 2024, tout en continuant évidemment à travailler le dossier. C'est ainsi que, par exemple, même si ça a été signé en 2025, les discussions sur la compensation environnementale ont continué, qu'un partenaire comme la Caisse des dépôts et des consignations biodiversité, CDC Biodiversité, a été trouvé, a permis de réaliser la compensation ou de trouver le foncier pour la réalisation
de la compensation sur la même emprise foncière, puisque c'était pas le projet d'origine. Donc les contacts ont continué pendant l'année 2024, même si effectivement ça peut être le temps administratif qui a le plus absorbé, mais à juste titre ou à effet positif, puisque le préfet a pu signer un arrêté de déclaration d'utilité publique qui n'a pas été attaqué en justice, et l'autorisation environnementale qui, elle, a fait l'objet d'un recours pour que tout soit clair sur ce projet, mais pour autant, ça n'empêche pas de débuter les travaux, et ils ont débuté à l'automne, comme cela a été prévu, à la fois par la défavorabilisation de la zone, par des fouilles archéologiques qui, elles, avaient été sous l'équipe précédente initiées ou mandatées, là aussi par un arrêté préfectoral, et continuent à se poursuivre, puisqu'il ne doit pas y avoir d'interruption si on veut respecter l'arrêté d'autorisation environnementale. Est-ce que cela appelle des observations ou des questions de votre part? Donc là aussi c'est une prise d'acte, donc il n'y a pas de vote. Et je propose à René Verdeil de prendre la parole pour annuler une délibération précédente. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc annulation de la délibération relative au transfert de compétences d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie, réseau de chaleur au profit d'Héroénergie. Alors vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article relatif aux compétences du conseil municipal, notamment les dispositions relatives aux syndicats mixtes et transferts de compétences, vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2017, ayant acté le transfert à Héroénergie de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie en matière de réseau de chaleur, vu les échanges intervenus avec Héroénergie établissant que le syndicat n'a jamais acté ce transfert, aucune délibération concordante n'ayant été adoptée, vu la nécessité d'assurer la cohérence de l'action communale et la sécurité juridique des actes, considérant que le transfert d'une compétence à un syndicat mixte nécessite pour devenir effective une délibération concordante du syndicat, considérant qu'en l'absence d'une telle délibération par Héroénergie, la compétence réseau de chaleur est demeurée intégralement communale, considérant que la délibération du 28 novembre 2017 n'a donc produit aucun effet juridique, considérant qu'il convient en conséquence d'annuler purement et simplement la précédente délibération, il est proposé au conseil municipal d'annuler la délibération du 28 novembre 2017 par laquelle la commune avait décidé de transférer à Héroénergie la compétence réseau de chaleur, de constater qu'en l'absence de délibération, le transfert d'Héroénergie n'a jamais été effectif, de maintenir jusqu'à nouvelle décision l'exercice communal de la compétence réseau de chaleur, autoriser Monsieur le maire à notifier la présente délibération à Héroénergie et à accomplir toute formalité administrative utile. Est-ce que cela appelle des questions de votre part? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt relatif à la mise en place d'une installation de production de chaleur et de froid qui fournira le futur réseau de chaleur et de froid de la ZAC Saint-Christol. Donc, après la délibération prise à l'instant et constatant donc que nous sommes compétents, la commune de Pézenas, dans la distribution de chaleur et de froid, constatant aussi qu'on envisage donc sur le périmètre ou sur une partie du périmètre de la ZAC Saint-Christol de créer un réseau de chaleur et de froid visant à alimenter les bâtiments collectifs et tertiaires de ce réseau. Il est prévu que ce réseau de chaleur et de froid soit confié par la commune à la SPL AREC Occitanie, dont nous sommes coactionnaires depuis le dernier conseil municipal. Donc, afin de permettre une alimentation décarbonée sur la zone, il a été imaginé qu'un champ de sonde de sonde évidemment géothermique, pourrait alimenter ce réseau de chaleur et de froid. Donc, il nous faut passer un appel à manifestation d'intérêt pour retenir une entreprise ou un groupement d'entreprises qui serait jugé le plus apte à porter un tel projet de conception, de financement, de réalisation, d'exploitation et de maintenance d'une source de chaleur et de froid renouvelable, comme un champ de sonde géothermique associant la collectivité ou la REC Occitanie à la gouvernance. Les candidats seront évidemment autorisés à apporter toute proposition sur ce projet dans une logique d'amélioration du service apporté aux usagers, d'augmentation de la part d'énergie renouvelable dans l'approvisionnement énergétique, de la diminution de l'impact environnemental et pourront proposer des configurations évidemment alternatives d'approvisionnement en sources de chaleur et de froid, voire en conception des réseaux de chaleur et de froid.
dans des conditions économiques et calendaires viables pour le projet, et les candidatures seront jugées selon les dispositions décrites dans la suite d'un document qui était annexé à la présente délibération. Je vous demande donc l'autorisation de pouvoir lancer cet appel à manifestation d'intérêt. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Qui est contre? Qui s'abstient? Excusez-moi, qui sera autorisé à... Il n'y a pas... C'est le maire qui approuvera et qui sera autorisé. Donc, oui, c'est monsieur le maire. Est-ce que ça aurait pu être, oui, est-ce que effectivement, ça pouvait laisser passer qu'un autre élu pouvait être désigné? Non, c'est le maire qui suivra cet appel à manifestation d'intérêt. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Vous abstenez, madame Forme, c'est ça? D'accord. C'est un vote différencié. On le note. Pas de souci. Donc, approbation du principe de recours à une concession pour la construction et l'exploitation du service public de réseau de chaleur et de froid de la ZAC Saint-Christol. Donc, je vous redonne pas l'intérêt évoqué avec l'appel à manifestation précédent, mais toujours dans notre politique de transition énergétique et de réduction des émissions à gaz à effet de serre. On veut développer un réseau de chaleur collectif qui serait alimenté prioritairement par la géothermie pour assurer à la fois le chauffage, la production d'eau chaude ainsi que l'eau tempérée des bâtiments de la future ZAC. Le recours à une concession constitue le mode de gestion qui paraît le plus adapté pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du réseau de chaleur, qui permettrait à la commune de confier ses missions à un opérateur qualifié, tout en conservant le contrôle stratégique et réglementaire sur ce service public. Cette concession permettra d'optimiser les coûts d'exploitation, de garantir un approvisionnement en énergie durable et de respecter les objectifs nationaux de développement des réseaux de chaleur renouvelables avec un potentiel de classement du réseau en application de l'article L712-1 du Code de l'énergie. La délibération numéro 5 du 4 novembre 2025 relative donc à l'adhésion à la SPL AREC Occitanie rentre là aussi dans le cas de figure de cette concession. Dans ces conditions, ce contrat de concession sera conclu avec la SPL AREC Occitanie sans procédure préalable de publicité et de mise en concurrence puisque nous en sommes actionnaires en application des dispositions des articles L3211-1 et suivant du Code de la commande publique. Je vous demande donc d'approuver le principe du recours à cette concession de service public, d'approuver ou de m'autoriser en tout cas à engager la procédure de concession de service public incluant la rédaction et la négociation des termes du contrat de concession, de me charger de présenter au conseil municipal pour approbation ultérieure les choix du concessionnaire, les modalités financières du contrat, que ce soit la durée, l'investissement, la tarification et les redevances, ainsi que les engagements environnementaux et techniques de ce projet, y compris le classement potentiel du réseau comme un service public, et de m'autoriser à signer tous les actes, contrats et pièces administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans la limite évidemment des crédits qui seraient inscrits au budget communal et sous réserve de des transmissions obligatoires au service de l'État évidemment, pour le contrôle de légalité par les services de l'État. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Madame Forme, toujours un vote différencié pour Alain Vogel, abstention pour vous, et qui est pour tout le reste. Je vous remercie et je laisse la parole à Rachel Sacussi. Oui, bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire. Alors le point 7, c'est une autorisation de signature de contrat de conventionnement avec la société Visiocom relatif à une régie publicitaire sur un véhicule mis à disposition de la commune. La commune de Pézenas envisage un partenariat avec la société Visiocom relatif à la mise à disposition gratuite d'un véhicule destiné aux services municipaux en contrepartie de l'exploitation d'espaces publicitaires sur le véhicule. Cette mise à disposition permettra de renforcer les moyens logistiques de la commune sans incidence financière directe. Durant 3 ans, la commune disposera ainsi gratuitement d'un véhicule neuf avec une garantie du constructeur de 2 ans et pour un usage avec un kilométrage illimité. Les contrats de conventionnement annexés à la présente délibération définissent les principes de ce partenariat et précisent les obligations respectives de la commune de Pézenas et de la société Visiocom. Ces contrats consistent en un contrat de location longue durée du véhicule par la société Locagène et en un contrat de régie publicitaire par la société Visiocom. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les contrats de conventionnement à intervenir entre la commune,
la société Locagène et la société Visiocom portant sur la mise à disposition gracieuse d'un véhicule et d'une régie publicitaire exploitée par la dite société, et autoriser Monsieur le maire, représentant de la commune de Pézenas, dûment habilité, à signer les contrats de conventionnement avec la société Locagène et la société Visiocom, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre. Merci Rachel. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et le suivant, c'est Jean-Marie Bousquet pour une convention avec la Fondation du patrimoine. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Il est rappelé au conseil municipal que des travaux d'urgence sont nécessaires sur la collégiale Saint-Jean, bâtiment emblématique de la commune bénéficiant d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1935. Programmés durant le premier semestre 2026, ces travaux consisteront notamment à consolider les structures maçonnées du clocher, remplacer les abassons, mettre sous surveillance les structures des combles, corriger, je m'excuse, je tourne la page, des défauts d'étanchéité et l'humidité des parements, traiter l'assainissement du bâtiment et l'écoulement des eaux de pluie sur les parties extérieures. Le coût prévisionnel de ces travaux est évalué à 235 292 € hors taxes. Comme pour d'autres projets patrimoniaux menés par le passé, la Fondation du patrimoine propose d'apporter son soutien à la commune de Pézenas en organisant une souscription publique ouvrant droit à des déductions fiscales pour les donateurs et en reversant à la commune les sommes collectées, déduction faite de ses frais de gestion. Cette souscription viendrait ainsi compléter le plan de financement prévisionnel de cette opération, l'objectif de dons à atteindre ayant été fixé à 70 000 €. La convention annexée à la présente délibération précise notamment l'objet et le périmètre des travaux concernés, les modalités d'organisation et de gestion de la souscription, les conditions de reversement des fonds collectés à la commune, les engagements respectifs de la commune et de la Fondation du patrimoine et les modalités de communication auprès du public. Le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la mise en place d'une convention de souscription publique entre la commune de Pézenas et la Fondation du patrimoine en vue de la collecte des dons destinés à financer les travaux de restauration de la collégiale Saint-Jean. Désigné Monsieur le maire, je suppose, comme représentant de la commune autorisé à le signer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc la collecte est ouverte. Manu Bourguin pour la question suivante. J'ai plus ma tête. Mise en concurrence préalable en vue du renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de mobilier d'affichage urbain. La commune de Pézenas met à disposition des emplacements sur son territoire pour l'implantation de 27 panneaux d'affichage de type sucette et 6 panneaux d'affichage libres sur le domaine public communal. Chaque panneau sucette comporte 2 faces, dont l'une est utilisée pour l'affichage de la ville et l'autre destinée à une exploitation commerciale. Cette exploitation commerciale fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, une convention liée à ce titre la commune à un opérateur économique jusqu'à son terme récent. À l'occasion du renouvellement de cette occupation, la commune doit se conformer aux dispositions applicables aux AOT à caractère économique. En application des articles L 2122-1 et L 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, ces dispositions imposent une mise en concurrence préalable fondée sur des critères transparents et non discriminatoires avant toute conclusion ou attribution d'une AOT économique. Afin de sécuriser la procédure et de garantir l'égalité d'accès, la commune doit donc organiser une procédure de sélection préalable et définir un cahier des charges décrivant les conditions techniques, financières et juridiques d'occupation du domaine public. La présente délibération vise à approuver le cahier des charges, le document qui a été joint, autoriser le lancement de la mise en concurrence préalable, autoriser Monsieur le maire à conduire l'ensemble de la procédure et prévoir une délibération ultérieure pour le choix du titulaire. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Je vous remercie. Aurélie Mialon pour la suite. Oui, merci. Alors la suite, c'est pour le renouvellement de la convention triennale État, agence de services et de paiement et relative à la tarification sociale des cantines scolaires, cantine à 1 € et au bonus Egalim.
Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'action sociale et des familles, vu le dispositif national de tarification sociale des cantines scolaires, dit cantine à 1 euro, mis en place par l'État et géré par l'agence de paiement, vu la circulaire interministérielle du 28 juin 2019, vu la précédente convention triennale signée entre la commune et l'État pour la période 2022-2025, et vu la note de la Direction générale de la cohésion sociale et les dispositions relatives au bonus Egalim, considérant que la précédente convention triennale est arrivée à terme et considérant que la commune de Pézenas souhaite maintenir une politique tarifaire sociale et équitable d'accès à la restauration scolaire, que la participation au dispositif national cantine à 1 euro permet à la commune de bénéficier d'une aide financière de l'État d'un montant de 3 euros par repas facturé au tarif inférieur ou égal à 1 euro, que le renouvellement de la convention avec l'État, l'ASP, pour une nouvelle période triennale permettra de poursuivre la tarification sociale des repas scolaires au bénéfice des familles les plus modestes, de garantir la pérennité de l'aide de l'État et de percevoir le bonus Egalim au titre de l'engagement de la commune dans une alimentation durable et de qualité. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention triennale, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tous les documents afférents à sa mise en œuvre, de prendre acte que la commune maintiendra pour la durée de la convention une grille tarifaire progressive comportant au minimum 3 tranches, sachant que nous on en a 6, dont une tranche la plus basse fixée à 1 euro maximum par repas. Vous avez les coefficients familiaux qui vont de 0 à 600 euros pour le tarif à 1 euro, de 600 à 1000, ça sera 3 euros, de 1001 à 1005, 3,50 euros, pour les coefficients 1501 à 2000, 4,50 euros, supérieur à 2001, ça passe à 4,90 euros et les repas non réservés à 7,30 euros. Il est demandé de prendre acte que les aides financières versées par l'État seront perçues par la commune via l'agence de services et de paiement et que les crédits correspondant aux dépenses et recettes générées par cette convention seront inscrits au budget communal, section de fonctionnement. Merci Aurélie. Juste quelques éléments chiffrés qui peuvent être un bilan de la première période triennale. C'est en 2025 39 908 repas servis pour la restauration scolaire, soit 18% de plus qu'avant l'adoption de cette 2022, donc de cette tarification progressive. C'est chaque jour 220 repas en moyenne qui sont servis et c'est surtout de l'avis des enseignants. Ça peut être pas quelque chose qu'on avait nous anticipé en faisant ce choix-là, mais aussi un effet sur l'absentéisme, notamment l'absentéisme de l'après-midi, et évidemment sur la qualité de travail ou de concentration qui peuvent suivre. Donc c'est bien pour ça qu'on vous propose de renouveler cette convention. Madame Forme. Oui, on peut savoir combien de repas à 1 euro sont servis par jour? Alors là, je sais pas si on relit là, pour le coup, je n'ai pas le chiffre. Toujours est-il que les 18% correspondent quand même au taux d'augmentation, donc on peut sensiblement y mettre un gros pourcentage là-dedans dans le tarif à 1 euro et à 3 euros, puisqu'on avait revu les tranches de coefficients, on avait justement baissé et on trouvait que c'était plus juste avec ce qui correspondait sur le terrain. Donc dans les 18%, vous pouvez en mettre une grosse part pour les 1 euro. Mais on vous trouvera le chiffre évidemment puisqu'on le sait. Alors, on me dit dans l'oreillette, j'ai pas d'oreillette, mais que ça serait environ, soit de l'année dernière, 60% de repas qui étaient servis à 1 euro. Mais on ne vous fera pas passer évidemment tous les éléments. Est-ce qu'on peut passer aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je propose à René Verdeil de nous parler des attributions de subventions de fonctionnement au budget annexe. Ah, Jean-Marie, non, j'ai oublié Jean-Marie. Jean-Marie, après avoir essayé de récolter de l'argent, tu vas nous en proposer d'en verser, justement. Exactement. Merci. Monsieur le maire, sur le site du conseil municipal, l'autorisation que la ville participe au financement de la restauration d'un instrument rare
un orgue de table réalisé par la manufacture languedocienne des Grandes Orgues à hauteur de 4 000 € TTC en subvention d'investissement auprès des Amis de Pézenas. Pour information, le coût global de la restauration s'élève à 21 840 € TTC. En 2023, sous l'impulsion de Philippe Lépine, descendant du facteur d'orgue Jean-François Lépine, auteur en 1757-1759 des Grandes Orgues de la collégiale Saint-Jean, la famille faisait don aux Amis de Pézenas d'un orgue en table, rare œuvre de jeunesse de leurs ancêtres, construit pour un usage familial. Cet instrument, de la deuxième moitié du XVIIe siècle, d'une richesse patrimoniale rare, est conservé actuellement dans les réserves du musée de Villot-Saint-Germain. Il existe par ailleurs aux archives départementales de Pierrevive à Montpellier un manuscrit de Jean-François Lépine intitulé « Manière de faire des orgues en table », décrivant techniquement son propre instrument. Une expertise de celui-ci a été demandée par les Amis de Pézenas à Charles Sarrelot, facteur d'orgue et gérant de la manufacture languedocienne des Grandes Orgues de l'Odève, qui a participé à la rénovation des orgues de Notre-Dame. Il s'agit de rendre cet instrument fonctionnel en conservant absolument toutes les pièces de son aspect d'origine avec la réfection des pompes et du mécanisme qui le met en fonction, la fabrication du clavier car actuellement il ne reste que quelques touches, la restauration du jeu d'anche qui est assez complet. Grâce à sa restauration, l'orgue de table de Jean-François Lépine sera exposé et joué au sein du musée de Villot-Saint-Germain. Cette scénographie, par ricochet, permettra d'établir un lien direct entre les grandes orgues de la collégiale Saint-Jean et le musée. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est donc pour. Je vous remercie. Et là, je peux passer la parole à René Verdeil pour attribuer les subventions de fonctionnement au budget annexe. Absolument, monsieur le maire. Donc, nous avons voté le budget 2025 et là, nous continuons. Nous attribuons des subventions qui étaient comprises, bien évidemment. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer pour l'exercice 2025 les subventions de fonctionnement suivantes au budget annexe. Cinéma, 100 000 €. Théâtre, 432 000 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Madame Sadje? Par rapport à l'an dernier, c'est en augmentation, en diminution? C'est égal? C'est la même chose. C'est ce que vous avez dû voir lorsque nous avons voté le budget primitif dans les budgets annexes. Oui, oui, mais là, bon, voilà. J'ai pas trop de mémoire. À chiffre constant, oui, ça dépend comment. Un euro constant, c'est en baisse. Ça, c'est l'adjoint à la culture, l'élu à la culture qui essaye de négocier les prochains budgets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. René, c'est aussi pour une attribution de subvention 2026 ou une avance en tout cas voilà. Au CCAS puisqu'il faut que le CCAS puisse commencer à travailler en 2026. C'est ça, il faut que sa trésorerie lui permette de faire face à ses dépenses et donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer au centre communal d'action sociale de Pézenas avant le vote du budget primitif 2026, comme nous en avons la possibilité, une avance d'un montant de 200 000 € sur la subvention de fonctionnement 2026. Le montant de la subvention sera bien sûr délibéré en 2026 lorsque nous voterons le budget et fera l'objet d'une inscription au budget primitif 2026. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. René, pour réviser l'autorisation de programme des travaux de la traversée urbaine. Qui est enfin terminée. Donc, révision de l'autorisation de programme. Nous avons effectivement des compléments. Par délibération du 17 juin 2021, le conseil municipal a approuvé la création d'une autorisation de programme pluriannuelle avec crédit de paiement annuel pour l'opération de requalification de la traversée urbaine. Cette autorisation de programme a été révisée par délibération annuelle afin d'actualiser au fur et à mesure le montant des crédits de paiement au regard de l'avancée du chantier. La facturation sur l'opération devant se poursuivre sur 2026, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la prolongation de l'autorisation de programme en ouvrant un crédit de paiement de 1 million d'euros sur l'année 2026, tout en diminuant le crédit de paiement 2025 de 1 million d'euros. Ce n'est que du décalage. Cette autorisation de programme sera à nouveau actualisée en 2026 au regard du montant définitif réalisé en 2025 et des derniers ajustements attendus pour clôturer les différents lots de marché. La nouvelle répartition est proposée comme suit. Vous l'avez, c'est ce que je viens de vous expliquer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie.
René, pour nous autoriser, pour une décision modificative avant du budget 2025. Voilà, le budget de la commune adopté par délibération du 9 avril 2025 a été voté au niveau du chapitre en section de fonctionnement et au niveau du chapitre et des opérations d'équipement en section d'investissement. Une première décision modificative a été adoptée par délibération du 30 septembre 2025 afin d'entériner une modification des crédits de paiement sur l'autorisation de programme dont on vient de parler de la traversée urbaine visant à décaler sur 2026 le solde de l'opération. Il convient d'ajuster le budget 2025 dans le cadre d'une décision modificative numéro 2 en section d'investissement présentée comme suit. Donc je suis persuadé que vous avez tous lu et intégré toutes ces modifications qui sont bien évidemment des modifications techniques. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. René, est-ce que tu peux continuer pour nous autoriser à pouvoir travailler un peu en début d'année avant le vote du budget, s'il te plaît? Voilà, donc je vais terminer mes interventions en autorisant l'ouverture, en vous demandant plutôt d'autoriser l'ouverture par anticipation de la section d'investissement, budget principal et budget annexe, ce que nous faisons chaque année, me semble-t-il, vu l'article du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que jusqu'à l'adoption du budget, ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Vu l'article du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que lorsque la section d'investissement comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, l'exécutif peut, jusqu'à l'adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un crédit de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent, afin d'assurer la continuité des paiements des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026. Il est demandé au conseil municipal l'autorisation d'ouvrir par anticipation les dépenses d'investissement du budget 2026 comme suit, donc correspondant aux pourcentages qui ont été évoqués précédemment. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délibération annuelle? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Je passe la parole à Julie Garcin-Sodo pour des aides aux commerçants sur les actions vitrines. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc dans le cadre de la convention OPA-RU 2024-2028 avec l'Agence nationale de l'habitat, la communauté d'agglo, et ainsi que la région Occitanie et par les délibérations du 21 mai, nous avons mis en place un dispositif d'aide pour la réfection des vitrines. Bien, plusieurs dossiers sont proposés ce soir pour accompagner le complément de l'aide de la communauté d'agglo. Donc c'est la SGI FGIMO représentée par Monsieur Prioul qui fait pour la création de 3 locaux commerciaux au 6 rue des Commandeurs dans le cadre du dispositif de la prime à l'action vitrine, donc on vient de verser à la SGI. 3 subventions représentant la prime qui vient en complément. Elle s'élève à 15%. Est répartie comme suit, donc 1 336,37 € sur un montant de travaux subventionnables de 8 909,16 € hors taxe. Le magasin 2, c'est 2 979 € sur un montant de travaux de 19 860,01 €. Et le magasin 3, 1 476,38 € sur un montant de travaux subventionnables de 9 842,50 € hors taxe. En aparté, je ne peux que me réjouir que cette entrée de la rue des Commandeurs va trouver vie avec 3 commerces de plus. Donc bravo à ce monsieur et son courage. La société Aldi 21 Barber Shop représentée par monsieur Rosa dans le cadre du dispositif de la prime à l'action vitrine. Donc il convient de verser une somme de 820,50 € en complément de la Comcom, elle s'élève donc à 15% d'un montant de 5 470 € hors taxe. Voilà, j'enchaîne ou... Non, on va les faire une par une puisque c'est pas les mêmes. Donc sur l'action vitrine, est-ce qu'il y a des questions particulières?
qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Mais je suis toujours pour l'action façade ce coup-ci. Exactement, donc toujours dans le même process. Nous allons travailler sur une prime plafonnée à 20 000 € hors taxe de travaux qui ne peut être supérieure à 5 000 €. Donc les dossiers proposés, là on est donc sur des façades, sur la copropriété au 6 avenue Maréchal Leclerc, gérée par le syndic Century 21 et représentée par Madame Charpiot. Donc dans le cadre de ce dispositif, il convient de verser au syndic une subvention de 3 929,75 €. Elle s'élève à 25% du montant des travaux, dont le montant subventionnable est de 15 719 € hors taxe. Le deuxième dossier, c'est pour Madame Blanco Gisèle, au 26 rue Capitaine David. C'est un syndic bénévole. Dans le cadre de ce dispositif, il convient donc de verser 5 000 € par la mise en valeur des façades. Elle s'élève à 25% du montant de 20 000 € hors taxe. Et il est rajouté la prime travaux d'intérêt patrimonial de 819,20 €. Cette subvention vient en complément des aides aussi de la communauté des communes. Le montant total s'élève à 5 819 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et maintenant, l'aide aux propriétaires bailleurs. Voilà. Donc, alors, toujours la même convention, au PARU. Alors, ça concerne une prime au conventionnement des logements locatifs avec travaux dans le cas de création d'un logement issu de la division d'un logement existant ou transformation d'usage. Cette prime est conditionnée au fait que le logement créé propose une surface habitable supérieure ou égale à 65 mètres carrés, donc à peu près un T3, et dont les loyers sont de 30 à 45% en dessous du marché. 2 000 € par mètre carré de logement, et une prime pour la remise en location d'un logement vacant depuis au moins 2 ans. Je rappelle du coup qu'en toute zone PPRI, on ne peut pas diviser les immeubles en logements. Donc les logements dont on parle ne sont pas dans les zones inondables du secteur ancien. 2 dossiers sont proposés ce jour pour la vote de subvention. Madame Collier Nathalie, propriétaire bailleur demeurant 117 chemin des Gardois à Castelnau-le-Lez, pour la création de 2 logements à loyer social et pour la remise en location de 4 logements vacants depuis au moins 2 ans au 36 rue Anatole France à Pézenas. Dans ce cadre de ce dispositif, à l'aide forfaitaire pour la création de ces 2 logements d'une surface habitable égale à minimum 65 mètres carrés. Pourquoi? Parce que si ça faisait moins, il faudrait proposer un stationnement, dont la 65 mètres carrés, pas besoin de garage, et donc dont les loyers sont inférieurs à 30 à 45% en dessous du marché. Il convient de verser à Madame Collier une subvention de 4 000 €. Et pour la remise en location de 4 logements vacants depuis au moins 2 ans, une subvention de 4 000 € aussi. Donc le montant total est de 8 000 €. Je terminerai par la SCI Beau Soleil Topaz Violette, propriétaire bailleur représentée par Madame Schiltz Nathalie, domiciliée route du Roi à Croisy-sur-Seine, pour la création de 1 logement à loyer social pour la remise en location de 3 logements vacants dans un immeuble au 36 rue Anatole France également. Dans le cadre du dispositif d'aide à l'aide forfaitaire, donc pour la création de ce logement social, 30 à 45% aussi. Nous allons verser une subvention de 2 000 € et pour les 3 autres logements, 3 000 €. Donc le montant total de la prime est de 5 000 €. Voilà. Et merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on va se réjouir. La création de commerce et la mobilisation de logements vacants, c'est en 3 délibres, c'est pas mal. Et je laisse la parole à Robert Vivarès pour demander des subventions. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, demande de subvention concernant le remplacement des supports et coques du théâtre de Verdure. Il est rappelé que le théâtre de Verdure est un lieu situé au sein du parc Sans Souci qui dispose de 899 places, des coques en plastique fixées sur des supports métalliques. Cependant, au fil du temps, les supports métalliques des coques se sont cassés, certains ont été ressoudés. Aujourd'hui, une dizaine de places sont inutilisables. Il est donc de proposer de procéder au remplacement des supports métalliques par des poutres de 2, 3 ou 4 places avec des coques stadium adaptées afin d'avoir un lieu en ordre de marche tant pour les services de la ville, les associations culturelles, les écoles de danse que pour des structures privées qui peuvent louer le théâtre de Verdure. Le montant prévisionnel de ces travaux s'élève à 53 850 €
94 TTC, avec une réalisation des travaux au printemps 2026. Cette démarche fait suite au remplacement de la scène du théâtre de verdure qui avait été effectué il y a quelques années, afin d'améliorer les conditions d'accueil des publics et favoriser l'accès à la culture sous toutes ses formes. Monsieur le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation de déposer une demande de subvention pour le remplacement des supports et coques du théâtre de verdure en 2026 auprès du conseil régional Occitanie, Pyrénées-Méditerranée et de tout autre organisme qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de cette opération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Toujours Robert, pour des conventions enfin, de mise à disposition d'un lieu privé pour l'organisation de spectacles. Vu la demande récurrente de mise à disposition d'un lieu privé pour l'organisation d'un spectacle dans le cadre de la saison culturelle ou d'un festival de la ville, considérant que cette convention a pour objet de permettre l'organisation d'un spectacle, considérant que cette mise à disposition est précaire, temporaire et gratuite, sans transfert de jouissance ou de droit réel au profit de la ville, considérant que la commune s'engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'organisation d'un spectacle, assurer la sécurité du public et des intervenants, remettre les lieux en parfait état de propreté et de rangement, considérant que le demandeur s'engage à rendre les lieux accessibles aux dates et heures convenues, prévenir la commune de tout incident ou dysfonctionnement, autoriser l'installation du matériel technique nécessaire. Considérant que les responsabilités et assurances de chaque partie sont clairement définies dans la Convention, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la Convention de mise à disposition d'un lieu privé pour l'organisation d'un spectacle dans le cadre de la saison culturelle ou d'un festival de la ville, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention au nom de la ville. Merci Robert. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Jean-Marie, pour une convention de partenariat dans le cadre des 800 ans du Poulain. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer une convention de partenariat et d'objectifs entre la ville de Pézenas et l'association Les Amis du Poulain, ayant pour objet de définir les engagements réciproques des parties pour la réalisation d'un programme d'activité de l'association dans le cadre des célébrations des 800 ans de la légende du Poulain 1226-2026. Ce programme s'inscrit dans une dynamique multiple, création artistique participative ancrée dans les pratiques du territoire, éducation populaire et culturelle auprès des enfants, familles, habitants, outils de médiation innovants conçus avec et pour les populations locales, recherche, action et coopération internationale autour des formes artistiques professionnelles et totémiques. À cet effet, elle fixe le cadre général du programme ainsi que les modalités de la participation de la ville à leur financement pour la période allant de 2025 à 2027. Ainsi, en contrepartie des obligations imposées par la présente convention et sous la condition expresse que l'association en remplira réellement toutes les clauses et présentera les justificatifs requis, la ville versera à l'association Les Amis du Poulain une subvention pluriannuelle d'un montant total de 15 000 €. Cet engagement fera l'objet d'une délibération annuelle du conseil municipal. Le montant global sera versé en 3 tranches réparties sur 3 exercices budgétaires distincts, sous réserve du vote annuel des crédits correspondants. Une première tranche de l'exercice 2025 de 5 000 €, une deuxième tranche pour l'exercice 2026 de 5 000 € aussi, et la troisième tranche de l'exercice 2027 de 5 000 € également. Monsieur le maire invite le conseil municipal à approuver la convention de partenariat et d'objectifs susmentionnée et à l'autoriser à la signer. Il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Et Robert Vivares pour un partenariat avec PDP Galerie dans le cadre du parcours d'art urbain. Merci Monsieur le maire. Oui, donc concernant cette convention, Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer une convention de partenariat culturel entre la ville de Pézenas et la SAS SMC PDP Galerie pour la production et la réalisation d'une œuvre d'art de l'artiste Fabio Dos Santis sous la forme d'une fresque murale visible de l'espace public à l'adresse suivante: boulevard Jacques Monod, arrière des tribunes du Parc des Sports à Pézenas. La réalisation est prévue entre janvier et mars 2026. La commune permet ainsi aux Pissénois d'aborder l'art urbain contemporain dans des espaces publics gratuitement et de profiter du travail d'artistes reconnus dans leur spécialité. Cette convention détermine l'engagement de la ville de Pézenas à financer ce projet artistique à hauteur de 4 000 € TTC et de l'accompagnement logistique. En contrepartie de son appui, la commune bénéficie d'un droit à l'image hors commercialisation sur ces fresques.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de convention de partenariat et à autoriser monsieur le maire à le signer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Julie, pour l'instauration d'une déclaration préalable à toute division volontaire d'une propriété foncière en zone agricole et naturelle. Exactement, nous passons vraiment sur de l'urbanisme pur. Donc le code de l'urbanisme et notamment l'article 115.3 stipule que le conseil municipal peut décider par délibération motivée à l'intérieur de zones qu'il délimite de soumettre à la déclaration préalable, une DP comme on dit, prévue par l'article 421-4, les divisions volontaires en propriété ou en jouissance d'une propriété foncière par vente ou location simultanée ou successives qui ne sont pas soumises à permis d'aménager, dont les parties du territoire nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Il précise qu'en application de l'article 115-3 du code précité, la commune peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, par le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Considérant l'intérêt de s'assurer une vigilance accrue en matière de division foncière sur l'ensemble des zones agricoles et naturelles, considérant que les phénomènes de cabanisation, de caravaning sauvage résultant de division foncière affectant sensiblement ces espaces agricoles et naturels, considérant qu'il y a lieu de mettre en œuvre un outil de contrôle afin de protéger certains sites contre la parcellisation des terrains et par là préserver le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques et notamment de préserver les zones agricoles afin de pérenniser les activités agricoles existantes et d'optimiser le fonctionnement économique de celles promues en leur garantissant des périmètres viables, d'assurer la protection des zones naturelles en raison de la qualité des sites, de la diversité de la faune et de la flore, considérant que le dispositif de cet article 115-3 du Code de l'urbanisme doit permettre de doter la commune d'un levier d'action contre les divisions foncières sur les espaces agricoles et naturels. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'instaurer ce principe de déclaration préalable à toute division volontaire en propriété ou en jouissance d'une propriété foncière par vente ou location simultanée ou successive qui ne sont pas soumises à permis d'aménager se trouvant dans les zones agricoles et naturelles au PLU de Pézenas. Monsieur le maire précise que conformément à ce dispositif du même article, du cité, du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant au moins 1 mois, tenu à la disposition du public et sera publié dans un journal régional ou local diffusé dans le département. Il précise également qu'en application toujours du même article 115-1, la délibération sera notifiée au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre départementale des notaires, au greffe du tribunal de grande instance de Béziers et prendra effet à compter de l'accomplissement de toutes ces formalités de publicité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Aurélie Mialon pour l'approbation du règlement scolaire. Oui, merci. Le règlement scolaire de la commune de Pézenas est régulièrement mis à jour par le service des affaires scolaires. Et cette fois-ci, il y a eu des modifications au niveau des horaires, des contacts ou des documents à fournir au service des affaires scolaires. Donc, il est demandé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement qui vous a été présenté. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Benoît, tu es prêt? C'est à toi. Effectivement. C'est toute une série. Allez, le contrat d'assurance statutaire. Quelques points RH. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire rappelle que le centre de gestion, donc le CDG 34, a organisé une mise en concurrence donc pour les assureurs intervenant sur le risque statutaire. Donc, ce sont les situations dans lesquelles la commune a un reste à charge financier dans le cadre de décès, d'accidents de service, de maladies professionnelles, de congés longue maladie et de maladies longue durée. De cette consultation est sortie l'offre proposée donc par Generali par son courtier Willis Tower Watson pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2026. Le taux qui vous est proposé dans le tableur s'applique à l'assiette de cotisation qui est composée uniquement de traitements indiciaires. La rémunération du CDG 34 pour l'adhésion à cette mission facultative est fixée annuellement à 0,12% de la masse salariale déclarée à l'URSSAF. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la convention d'adhésion à la suite.
d'adhésion à la mission de suivi, d'assistance et de gestion des contrats d'assurance des risques statutaires du CDG 34 et de l'autoriser à signer le document joint. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Et on continue avec la médecine préventive, toujours avec le centre de gestion. Effectivement, monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la convention d'adhésion à la médecine préventive signée avec le CDG 34 prend fin au 31 décembre cette année. Afin de pouvoir assurer la continuité du suivi des agents confiés à ce jour et à venir, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la nouvelle convention pour la période 2026-2028 et de l'autoriser à signer le document joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. La revalorisation de la participation mensuelle de la protection sociale complémentaire santé. Il est rappelé au conseil municipal l'application du décret relatif aux garanties de la protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales. La commune de Pézenas et le CCAS participent financièrement tous les mois pour chaque agent éligible au financement à hauteur donc de 15 € par mois et par agent. La présente modification, inscrite à l'article 9 du présent décret, entre en vigueur au 1er janvier 2026. Le CST du 6 novembre 2025 a émis un avis favorable à l'unanimité. Les agents éligibles percevront 15 € par mois. La somme allouée aux enfants sous certaines conditions reste inchangée. Qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Une astreinte pour l'ouverture et la fermeture des lieux publics de notre ville. Le conseil municipal est informé que la collectivité souhaite mettre en place une organisation dédiée à l'ouverture et la fermeture de plusieurs lieux publics pour la commune, à savoir le cimetière vieux, le cimetière neuf, le stade Batal et la butte donc du château. Dans le cadre de l'évolution du périmètre des astreintes dites cimetières, il apparaît souhaitable d'élargir les missions aux 3 agents affectés actuellement aux astreintes, à l'ouverture donc et la fermeture de la butte du château et du stade Batal. Une modification de la dénomination de l'astreinte est sollicitée. Il est proposé donc de la nommer astreinte accès bâtiment public. Les agents sont affectés à cette mission une semaine à tour de rôle. Les agents désignés seront chargés de veiller à l'ouverture et à la fermeture des lieux désignés ci-dessus. Alors l'horaire n'a pas été précisé. Lorsque la mission sera effectuée en dehors des heures de travail habituelles, les agents récupèrent ou seront rémunérés pour les heures effectuées. L'agent chargé de cette mission bénéficie d'un véhicule d'astreinte. Celui-ci sera utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le CST du 6 novembre 2025 a émis un avis favorable à l'unanimité. Il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'organisation de l'ouverture et des fermetures des lieux publics désignés ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. La modification du règlement intérieur pour des autorisations d'absence spéciales. Le conseil municipal est informé qu'un agent de la police municipale est intervenant départemental pour la sécurité routière. Il a été désigné par un arrêté préfectoral comme intervenant départemental du programme Agir pour la sécurité routière. L'agent désigné participe à ce titre à des actions concrètes de prévention ciblées sur les enjeux spécifiques du département proposés par la préfecture de l'Hérault. Il effectue bénévolement et en dehors de son temps de travail ses missions. La collectivité souhaite accompagner cet engagement par l'octroi de 3 jours supplémentaires d'autorisation spéciale d'absence sous réserve d'accord de son responsable hiérarchique et sous réserve des nécessités de service. Le CST du 6 novembre 2025 a émis un avis favorable à l'unanimité. Il est donc demandé au conseil municipal d'émettre à son tour un avis favorable sur la modification du règlement intérieur et l'ajout donc de ces 3 jours d'autorisation spéciale d'absence pour les agents municipaux intervenant dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Modification à nouveau du règlement intérieur pour l'organisation du service de police municipale, repos hebdomadaire, et borne quotidienne. Le conseil municipal est informé de la nécessité de faire évoluer l'organisation et le temps de travail des agents de la police municipale. Actuellement, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs. Or, compte tenu des conditions d'exercice du service, des amplitudes horaires et des missions assurées, notamment la présence lors du marché hebdomadaire, le règlement intérieur apparaît peu compatible avec la réalité des missions assurées par les agents. De plus, actuellement, les bornes quotidiennes sont définies de 7h à 20h30. Hors heures supplémentaires. Cependant, la police municipale effectue tous les étés 3
par semaine jusqu'à 1h du matin. La collectivité souhaite également pouvoir engager une phase d'expérimentation lors des petites vacances scolaires afin d'adapter le service aux besoins du territoire. Il est ainsi proposé de mettre en place le cycle de travail suivant, donc 36 heures dont les RTT, les bornes quotidiennes de 7h à 1h du matin, du lundi au samedi, avec 2 jours de repos hebdomadaires, avec une pause méridienne, une pause légale. Le CST a émis un avis favorable le 6 novembre 25 à l'unanimité. Il est donc demandé au conseil municipal de donner un avis favorable sur la modification de l'organisation du service de la police municipale. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, merci. Le régime indemnitaire et sa part est variable pour la police municipale, Benoît? Il est rappelé que le décret 2024-614 du 26 juin 2024 a institué une indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE au bénéfice des directeurs, chefs de service et agents de la police municipale, ainsi que des cartes champêtres applicables à compter du 1er janvier 2025. Ce nouveau régime indemnitaire comporte une part fixe et variable. Les plafonds ont été fixés à partir du 1er janvier 2025 comme décrit dans le tableau. Les mesures dérogatoires de 2025 prennent fin et ne permettent plus la répartition de cette prime variable à raison de 90% mensuellement et 10% en fin d'année. Il convient donc d'actualiser les paramètres. Ainsi, sur proposition des agents validés par les services de la préfecture, il est proposé de modifier le plafond de la prime variable comme suit: chef de service donc à 6 000 € et agent de la police municipale à 5 000 €. Conformément à l'article 7 du décret susnommé, cette somme sera versée à hauteur de 50% mensuellement. Mais dans un souci d'égalité de traitement avec les agents des autres filières qui ne bénéficient pas du complément indemnitaire annuel, les agents de la filière PM ne percevront pas donc le reliquat en fin d'année. La part variable sera versée suivant les critères d'appréciation pour les taux variables attribués aux agents concernés sur leur manière de servir. Vous trouverez plus bas les différents critères retenus ainsi que la répartition des points. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Le recrutement de 29 postes d'agents recenseurs. Monsieur le maire informe le conseil municipal que le recensement de la population se déroulera du 15 janvier au 14 février 26. Afin de faire face à l'accroissement temporaire d'activité lié à cette opération, il propose la création de 29 emplois d'agents recenseurs recrutés en qualité de vacataires pour le premier trimestre 2026, conformément aux dispositions de l'article 3.1 de la loi de 26 janvier 84. Les agents recenseurs seront rémunérés au prorata des actes réalisés selon le barème suivant. La feuille de logement à 1,60 € majoré de 40 centimes pour les recensements Internet. Le bulletin individuel à 2 € majoré de 50 centimes pour les recensements Internet. L'indemnité par demi-journée de formation à 40 €. Le forfait tournée de reconnaissance à 100 €. L'indemnité compensatoire pour les déplacements est de 20 centimes par logement. Et le forfait pour l'usage du téléphone personnel de 8 €. Les agents recenseurs, devant utiliser leurs moyens de transport motorisé personnel pour effectuer le recensement des habitations éloignées, devront obtenir au préalable l'autorisation de l'autorité territoriale ainsi que la délivrance d'un ordre de mission. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. J'insiste sur l'importance du recensement, sur les dates, 15 janvier, 14 février, 29 personnes qui vont aller à la rencontre d'une partie de la population, mais il est important que la population ouvre ses portes, réponde aux questionnaires. On peut les aider pour le volet numérique au centre social s'il y a besoin, mais vous le savez, c'est en partie les dotations de la ville, les services publics présents sur la ville qui sont évalués, en tout cas les services nationaux, sur les résultats du recensement. Donc c'est parfois délicat d'ouvrir la porte en plein hiver à des heures qui sont souvent pas des heures évidemment de bureau. Mais il est important de le faire. Ça ne concerne que le recensement. Ces données-là sont pas utilisées par d'autres services fiscaux, judiciaires ou je ne sais quoi. Donc levons les doutes. Il est important que chacun puisse s'y contraindre. C'est important pour la ville et pour l'intérêt de la commune. Donc je sais que la communication est prévue, mais la meilleure des communications, c'est nous toutes et nous tous. Donc n'hésitez pas à le dire, ils seront identifiables aussi pour que personne n'ait peur. Mais 15 janvier, 14 février, il y aura certainement des personnes qui viendront à la rencontre des Picénoises et des Picénois pour le recensement. Benoît, toujours la création d'un poste non permanent, contrat de projet.
Le contrat de projet est une possibilité d'un recrutement sur un emploi non permanent. Le contrat de projet permet aux employeurs publics de recruter des personnes en contrat à durée déterminée pour répondre à un besoin temporaire d'activité. Ce besoin doit être lié à la réalisation d'un projet ou d'une opération dont la fin n'est pas nécessairement connue. Il concerne l'ensemble des catégories hiérarchiques. Monsieur le maire propose de créer un emploi non permanent afin de mener à bien le projet suivant de chef de secteur patrimoine remarquable. La durée du projet est prévue pour une durée de 6 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2032 inclus. Et il y a une erreur, c'est glissé dans le paragraphe qui suit, donc ce n'est pas au 31 mars 2026, mais bien au 31 décembre 2032. L'agent assurera les fonctions de chef du projet secteur patrimonial remarquable à temps complet. L'emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique A au grade d'ingénieur territorial. Les crédits sont inscrits au chapitre 012, article 641-31, dans le cadre du budget prévisionnel 2026. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je précise évidemment que c'est toujours à effectif constant, c'est pas forcément du recrutement supplémentaire, mais c'est la possibilité d'une autre organisation des services. La modification du règlement intérieur pour l'IFSE, notamment pour les agents en contrat de projet. Il est rappelé que la délibération du 5 juin 2018 prévoit le bénéfice du régime indemnitaire aux agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public sur les emplois permanents. La délibération ne prévoit pas le versement de l'IFSE aux agents bénéficiaires d'un contrat de projet, le contrat de projet étant des emplois non permanents. Il apparaît donc souhaitable d'autoriser les agents recrutés sur ce type de contrat à bénéficier de l'IFSE. Le CST a émis un avis favorable en date du 25 novembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous avez reçu le compte-rendu des décisions. Est-ce qu'il a appelé des observations de votre part? Non. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Je vous souhaite une bonne soirée, de belles fêtes. Profitez de nos ruelles, de nos commerçants. Ils ont tout pour garnir le pied du sapin et les tables. Donc faites vos courses à Pézenas. Allez, belle fin d'année.